Ma sœur a détruit ma vie à Noël et m'a fait renier pendant 13 ans. Puis mon entreprise a décollé, j'ai acheté une maison. Le lendemain, elle s'est pointée comme si de rien n'était. La nuit où tout cela est arrivé, je rentrais d'un service tardif à la boulangerie, l'odeur de sucre et de cannelle encore collée à mes vêtements, sans savoir qu'avant la fin de la soirée, je perdrais tous ceux auxquels je pensais appartenir. Je me souviens d'avoir tourné dans la rue de ma grand-mère à Salem, dans l'Oregon, juste au moment où une légère neige a commencé à dériver sur le pare-brise. Le genre de neige douce qui fait briller les lumières des porches comme des lanternes. À l'intérieur, je pouvais voir des silhouettes se déplacer dans le salon. Ma famille. Ma mère et mon père. Mes cousins. Mes tantes et oncles. Et bien sûr, ma sœur cadette Sienna, déjà sous les feux de la rampe comme d'habitude. J'avais 22 ans cette année-là. Elle en avait 19. Elle avait toujours été celle que les gens se précipitaient pour réconforter. J'avais toujours été celle sur qui ils comptaient pour maintenir l'ordre. Je suis entré avec un petit sac en papier dans les bras, celui qui contenait le cadeau que j'avais passé la moitié de la nuit à faire. C'était un livre de souvenirs fait main pour ma grand-mère, plein de recettes qu'elle m'avait apprises quand j'étais petite. Je pensais qu'elle pourrait pleurer de joie. Je pensais que peut-être, pour une fois, je ferais quelque chose que tout le monde apprécierait. Mais à la seconde où je suis entré, l'air m'a semblé étrange. Pas assez tendu pour être évident, mais serré, comme une pièce qui attendait d'expirer. Sienna m'a repéré la première. Elle m'a lancé un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. « Tu es là, Harper. On commençait à croire que tu nous avais oubliés. » Sa voix est soyeuse, douce et tranchante à la fois. Ma mère s'est tournée vers moi, son visage fatigué, comme si ma présence ajoutait du poids au lieu d'un soulagement. Mon père m'a fait un signe de tête si petit que ça aurait pu être un tic. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai aidé à mettre les assiettes, à porter les plats, à remplir les verres, et j'ai fait les choses que j'avais toujours faites. Mes mains travaillaient par habitude. Mon esprit essayait d'ignorer la façon dont Sienna continuait de chuchoter à notre mère, toutes deux me jetant des regards comme si quelque chose avait déjà été décidé avant que je ne franchisse la porte. Quand est venu le temps des cadeaux, tout le monde s'est rassemblé en un cercle lâche autour du salon. Les lumières du sapin clignotaient en couleur lente et chaude. Ma grand-mère souriait à chaque personne avec le genre d'amour fatigué que l'on ne voit que chez les gens qui ont vécu de nombreux hivers. J'ai attendu la fin pour lui donner mon cadeau. Elle a touché doucement l'emballage, traçant le ruban avec un doux sourire. C'est à ce moment-là que Sienna a frappé. Un cri aigu a tranché la pièce. Sienna s'est levée si vite que sa chaise a raclé le parquet. Elle a porté ses mains à sa poitrine comme si elle avait été physiquement blessée. Il manque quelque chose, a-t-elle haleté, le souffle coupé. L'enveloppe de grand-mère. Celle avec son argent pour les soins médicaux. Elle était juste là. Elle était juste là il y a 1 heure. La pièce a éclaté de bruit. Ma mère a sursauté. Mon père s'est raidi. Mes tantes ont commencé à murmurer. J'ai senti la chaleur monter à mon visage avant même que quiconque ne me regarde. C'était comme regarder une lente inévitabilité prendre forme. Sienna a pris une inspiration tremblante, a montré la table près de moi, puis elle-même, puis enfin de nouveau vers moi dans un arc tremblant. J'ai vu ses yeux briller, des larmes parfaitement synchronisées. Harper était près de la table plus tôt. Je ne voulais rien dire. J'ai essayé de lui faire confiance. Mais l'enveloppe a disparu. Ma bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. J'avais l'impression que le monde basculait sous mes pieds. La pièce s'est immobilisée dans un silence effrayant. Ma mère s'est avancée vers moi avec un regard qui a drainé la chaleur de ma poitrine. Tu amènes toujours le chaos dans cette famille. Toujours. Sa voix a claqué comme un fouet. Papa n'a pas parlé. Il m'a juste regardé avec une déception si lourde qu'elle m'a cloué sur place. Les tantes secouaient la tête. Quelqu'un a murmuré, je savais que quelque chose comme ça arriverait. J'ai essayé de parler. Je jure que je n'ai rien touché. Mais ma voix semblait faible comparée à Sienna qui sanglotait sur l'épaule de notre mère. Comparée au jugement collectif qui pesait sur moi de toutes parts. Du coin de l'œil, j'ai surpris ma cousine Dana qui fixait la table des cadeaux. Son visage était pâle, conflictuel. Elle avait vu quelque chose plus tôt. Je le savais. Je pouvais voir la vérité trembler derrière son hésitation. Mais elle a baissé les yeux et a joint ses mains. Elle ne parlerait pas. Ma grand-mère a porté sa main à sa poitrine,
la douleur vacillant sur ses traits. Ce regard a brisé quelque chose en moi plus que n'importe quelle accusation. J'ai senti le moment où la famille a pris sa décision. C'est arrivé en un souffle. Un changement. Un verdict silencieux. Sors, a dit ma mère. Pas en criant cette fois. Juste froidement. Quitte cette maison tout de suite. La neige a frappé mon visage dès que la porte s'est ouverte. De la vraie neige. Et le genre de neige qui vit à l'intérieur de votre poitrine. Je suis resté sur le porche un moment, écoutant les voix étouffées derrière la porte. Personne ne m'a suivi. Pas ma mère. Pas mon père. Certainement pas Sienna, que je pouvais imaginer s'effondrer dans le réconfort, le genre que les gens réservent à ceux qui jouent bien les impuissants. J'ai descendu l'allée avec rien d'autre que mon manteau, mes clés et le bruit de mon cœur qui battait dans mes oreilles. Mon téléphone a vibré une fois. Un SMS de Dana. Je suis désolé. C'est tout ce qu'elle a écrit. Désolé de ne pas avoir parlé. Désolé de m'être laissé engloutir par un mensonge. Désolé d'avoir laissé une fille à la voix tremblante et à la performance parfaite gagner à nouveau. Je me suis assise dans ma voiture, le moteur éteint, regardant mon souffle embuer le pare-brise. Des flocons de neige tapaient sur la vitre en motif doux et fragile. Tout était calme. Trop calme. Le genre de calme qui vient juste après que quelque chose se brise. J'ai perdu ma famille en une nuit. Chaque branche. Chaque personne qui aurait dû se tenir à mes côtés. Et je ne savais pas alors que le silence qui suivrait s'étendrait sur 13 longues années. Mais je ne savais pas non plus qu'un jour je construirais quelque chose de moi-même. Une vie assez solide pour tenir debout. Assez solide pour que, lorsque cette même sœur se présenterait à ma porte, valise à la main, s'attendant à revenir directement dans mon monde, je serais enfin prête. Merci d'avoir écouté cette première partie de mon histoire. Avant de continuer, dites-moi quelque chose. Que faites-vous en ce moment en écoutant ? J'adore connaître les petits détails de l'endroit où les gens se trouvent lorsqu'ils entendent des moments comme celui-ci. Cela me rappelle que même les souvenirs les plus durs peuvent nous connecter de manière inattendue. Et avec cette nuit scellée derrière moi, c'est là que la vraie histoire commence. J'ai quitté cette nuit-là avec le genre de froid qui ne quitte pas facilement vos os. Il est resté avec moi sur la route vers le nord, et resté avec moi pendant que je comptais les quelques billets qu'il me restait, et resté avec moi alors que je traversais Portland juste avant le lever du soleil. J'avais $300, un sac de sport avec 2 paires de jeans et une obstination qui me semblait être la seule chose qui me tenait debout. Je me suis répété une phrase encore et encore. Je recommence à zéro. Seul. J'ai loué la chambre la moins chère que j'ai pu trouver dans une vieille pension près de Southeast Powell. Les murs étaient fins et les couloirs sentaient toujours les nouilles réchauffées, mais le propriétaire ne posait pas de questions et j'avais payé une semaine d'avance. J'ai pris tous les emplois que j'ai pu trouver. Plongeuse de jour dans un restaurant où le gérant appelait tout le monde « chérie », mais nous faisait pointer si l'activité ralentissait. Femme de chambre le soir dans un petit motel près de l'autoroute où j'ai appris à bouger vite et à rester discrète. Et le service de nuit dans une boulangerie qui ne s'animait qu'après 8 heures. À 2 heures du matin, j'étais jusqu'au coude dans la pâte, pliant et pétrissant jusqu'à ce que mes bras tremblent. Il y a eu des nuits où j'ai dormi 3 heures. Des nuits où je n'ai pas dormi du tout. Mais rien de tout cela ne m'a brisé parce que l'alternative était d'être la fille qui avait quitté le porche de sa grand-mère, honteuse et seule. J'ai refusé que ce soit la fin de mon histoire. Pourtant, l'isolement avait sa propre piqûre. J'ai appris rapidement que le silence transporte des souvenirs, que vous le vouliez ou non. Le premier mois à Portland, je me suis retrouvé à rejouer des scènes de mon enfance par bribes. Pas les heureuses. Celles qui prenaient soudainement tout leur sens maintenant que la vérité avait tout fait voler en éclats. Je me suis souvenu de la fois où la montre de mon père a disparu et où, sans hésitation, tout le monde s'est tourné vers moi. J'avais 10 ans et j'avais peur de faire quoi que ce soit de mal, et pourtant, c'était de ma faute jusqu'à ce qu'il la retrouve dans la poche de sa propre veste. Je me suis souvenu du jour où Sienna a oublié son projet de science et a éclaté en sanglots devant notre mère. D'une manière ou d'une autre, la faute m'est revenue pour ne pas lui avoir rappelé. Je me suis souvenu des vacances où Sienna boudait si elle n'était pas le centre de l'attention et où tous les adultes de la pièce se précipitaient pour l'apaiser pendant que je balayais le sol ou portais les plats. J'ai vu le schéma avec de nouveaux yeux. J'avais été le bouc émissaire de la famille pendant si longtemps que je n'ai pas remarqué le poids jusqu'à ce qu'il m'écrase en une nuit. Et une fois que vous voyez quelque chose clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer.
Je passais la plupart de mes soirées trop fatigué pour penser, mais une nuit, après mon service au motel, je me suis assise sur le bord de mon lit étroit en faisant défiler mon vieux téléphone. Les notifications sont apparues en masse. Ma famille ne m'avait pas contacté directement, mais ils parlaient fortement. Le voilà. Un message dans le groupe Facebook de la famille élargie. Je n'étais plus dans le groupe. Quelqu'un m'avait envoyé des captures d'écran. Sienna avait écrit une longue histoire dramatique sur la façon dont elle avait découvert que j'avais volé l'argent médical de grand-mère, puis que je m'étais enfui sans un mot. Elle a écrit qu'elle avait essayé de me pardonner, mais que j'avais choisi un chemin égoïste, loin de tous ceux qui se souciaient de moi. Elle a terminé par une phrase qui m'a retourné l'estomac. S'il vous plaît, priez pour ma sœur alors qu'elle retrouve le chemin de l'honnêteté. Retrouvez mon chemin. Comme si je m'étais égaré comme une enfant perdue dans une épicerie. Comme si elle n'avait pas tout fabriqué. Le lendemain matin, le message avait des dizaines de commentaires. Des cousins partageant leur déception. Des tantes écrivant qu'elles avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas avec moi. Un oncle postant un long message sur les valeurs familiales et le respect. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des gens qui ne me connaissaient pas. Ils l'ont tous cru parce que la croire était facile. Parce que la croire maintenait le vieux récit en vie. Sienna est fragile et blessée. Je suis chaotique et égoïste. C'était la même histoire que nous jouions depuis que nous étions enfants. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message de Dana. Je pense qu'elle a menti. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Des excuses comme celle-là peuvent sembler à la fois lourdes et creuses. C'était la seule personne qui aurait pu arrêter ce qui s'est passé cette nuit-là. Une seule phrase m'aurait sauvé. Mais la peur peut être plus forte que la conscience. Je lui ai dit que j'appréciais le message et j'en suis resté là. Il ne servait à rien de demander plus. Plus je vivais loin d'eux, plus leur silence prenait forme. Ma mère n'a pas appelé. Pas une seule fois. Mon père n'a pas envoyé de message ni laissé de message vocal. J'ai essayé d'appeler à la maison plusieurs fois au cours de ces premières semaines, non pas parce que je pensais qu'il s'excuserait, mais parce qu'une partie de moi croyait encore que les familles n'abandonnaient pas les leurs. Chaque appel a sonné 6 fois puis a été coupé. À la 7e tentative, une voix enregistrée m'a informé que le numéro avait été changé. Celui-là m'a frappé comme un coup physique. Non pas parce que la perte de contact m'a surprise, mais à cause de la finalité que cela représentait. Ma mère avait changé son numéro sans me le dire. Elle avait fermé la porte et l'avait verrouillée. J'ai marché dans la ville pendant des heures cette nuit-là. Passé des ponts brillants d'orange sur la rivière. Passé des bars ouverts tard qui déversaient de la lumière sur le trottoir. Passé des inconnus dont la vie ne croiserait jamais la mienne. J'ai pensé à retourner à Salem, à frapper à la porte, à les forcer à m'entendre. Mais chaque scénario que j'imaginais se terminait de la même manière. Avec moi, debout là, seul, pendant qu'ils se serraient les coudes autour de Sienna. J'ai réalisé que j'avais un choix. Je pouvais continuer à essayer de me faire une place dans une famille qui ne voulait pas de moi. Ou je pouvais construire une vie qui n'avait rien à voir avec eux. J'ai choisi la seconde. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de consulter les messages de la famille. J'ai cessé d'attendre des excuses. J'ai cessé de m'attendre à ce que mon père me défende ou que ma mère se réveille un matin et réalise qu'elle avait aliéné la mauvaise fille. Au lieu de cela, je me suis fait une promesse. Je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas une vie si solide, si stable, si entièrement à moi que personne ne pourrait me la reprendre. Ni ma sœur. Ni ma mère. Ni personne. J'ai dit ces mots à voix haute dans ma petite chambre froide, et ils m'ont semblé être la première fondation honnête que j'ai jamais posée. Dehors, les lumières de la ville vacillaient alors qu'une nouvelle tempête approchait. Des flocons de neige dérivaient devant la fenêtre en lente spirale, presque comme un rappel de la nuit où tout s'est effondré. Mais le sentiment en moi était différent maintenant. Pas brisé. Pas perdu. Juste au commencement. Je me suis dit que je ne faisais que commencer, et pendant un certain temps, ces mots ont dû suffire. Au début de l'année 2012, j'ai ramassé un vieux dépliant sur le tableau d'affichage du restaurant où je faisais la plonge. Quelqu'un avait posté une annonce pour un accès partagé à une petite cuisine industrielle du côté de Portland. Elle était disponible de 10h du soir à 3h du matin, un créneau que personne d'autre ne voulait parce que le chauffage s'arrêtait après 9h,
les lumières vacillaient et le quartier se vidait pour ne laisser que le bruit des camions qui passent. Le loyer était bas et le propriétaire ne se souciait que du fait que vous nettoyiez après vous. C'est tout ce dont j'avais besoin. La première nuit où je suis entré avec 2 sacs d'épicerie d'ingrédients et un carnet de recettes, la cuisine m'a semblé à la fois étrange et réconfortante. Les comptoirs en acier inoxydable étaient assez froids pour piquer quand mes mains les effleuraient. Le batteur semblait plus vieux que moi. Les fours gémissaient à chaque fois que la température changeait. Mais le silence avait un rythme que je comprenais. Pour la première fois depuis mon départ de Salem, j'ai eu l'impression d'avoir un endroit qui n'appartenait qu'à moi. Mon emploi du temps pendant ces années était étrange, même selon mes propres normes. Je terminais mon service de plonge à 7 heures du soir. Je prenais un café bon marché dans une station-service. Je faisais une sieste d'1 heure si mes yeux refusaient de rester ouverts. Puis je me dirigeais vers la cuisine et je cuisinais jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Les brioches à la cannelle ont été les premières choses que j'ai faites. Puis des barres de chocolat et des biscuits au citron. Rien de sophistiqué. Juste de la nourriture honnête destinée à réconforter les gens qui en avaient besoin. Au début, mes clients étaient des collègues qui voulaient quelque chose de sucré pour leurs enfants ou pour le bureau. Puis des amis de collègues. Puis de petites commandes de gens qui avaient entendu dire que je cuisinais toute la nuit. Chaque fois que je pensais ralentir, je me souvenais d'être debout dans le froid devant la maison de ma grand-mère avec rien d'autre qu'un manteau et le cœur brisé. Ce souvenir me poussait plus fort que la caféine ne l'aurait jamais pu. Une nuit, à la fin du printemps, une jeune femme s'est glissée dans la cuisine pendant que j'emballais des pâtisseries. Elle tenait un petit CV dans ses mains et avait l'air assez nerveuse pour s'évanouir. Elle a dit qu'elle s'appelait Zoé, qu'elle avait 22 ans et qu'elle avait entendu dire que j'avais peut-être besoin d'aide. Je ne me souvenais pas d'avoir dit ça à qui que ce soit, mais les nouvelles voyagent de manière étrange. Je l'ai étudiée un moment. Elle était mince et pâle à force de travailler dans une supérette au bout de la rue, mais ses yeux étaient stables quand elle a dit qu'elle pouvait travailler dur et apprendre vite. Quelque chose en moi a reconnu ce regard. C'était le même que j'avais porté pendant des mois. Je lui ai dit qu'elle pouvait commencer la nuit suivante. Avoir Zoé a tout changé. Elle travaillait avec une intensité silencieuse, comme si elle était reconnaissante pour chaque minute qu'elle passait dans la cuisine. Elle étiquetait les boîtes, mélangeait la pâte, nettoyait les plateaux et posait des questions qui montraient qu'elle se souciait de bien faire les choses. Elle ne s'est jamais immiscée dans mon passé. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi je cuisinais à des heures où la plupart des gens dormaient. Elle s'est simplement présentée et a fait le travail. Petit à petit, j'ai cessé de me sentir seul. Les commandes ont augmenté aussi. Un soir, j'ai reçu un email d'une chaîne de café régionale appelée Northwest Brew Company. Ils cherchaient un boulanger local pour fournir quelques magasins en bar dessert pour un essai. Quand j'ai vu leur nom à l'écran, mon souffle s'est coupé. Cela semblait trop grand. Trop soudain. Trop pour quelqu'un qui avait survécu grâce à des chambres de motel et des quarts de nuit. Mais après des années à ravaler mes doutes, quelque chose en moi a finalement murmuré, essai. La première commande était prévue pour le jeudi soir. 50 boîtes de bars et de brioches assorties. C'était plus que ce que j'avais jamais produit en une seule fois. Zoé et moi avons tout planifié à la minute près. Nous avons mesuré les ingrédients à l'avance, préparé les plateaux et disposé les grilles de refroidissement dans tous les coins de la pièce. À 10h30, la cuisine était chaude et pleine de l'odeur de sucre et de vanille. Tout semblait stable jusqu'à ce que le four fasse un bruit métallique sec. Je me suis figé. Le voyant de température a vacillé et est tombé. Puis il y a eu un autre craquement, comme du métal qui se plie. Mon cœur a cogné dans ma poitrine. Si ce four mourait, je raterais cette commande. Rater la seule chance qui m'avait semblé être le début de quelque chose de réel. J'ai essayé d'ajuster le cadran. Rien. J'ai essayé de vérifier la veilleuse. Rien. Zoé s'est précipitée. Son front était plissé d'inquiétude, mais sa voix est restée égale. Laissez-moi essayer quelque chose. Elle a attrapé une serviette épaisse et a ouvert la porte du four, agitant l'air chaud avant de tendre la main à l'intérieur pour ajuster la grille interne qui avait glissé de son rail. Le four a sifflé, gémi, puis s'est rallumé avec une lueur faible mais stable. J'ai laissé échapper un souffle si tremblant que j'ai failli rire. Nous avons travaillé sans relâche jusqu'à presque 3h30 du matin, emballant les barres chaudes dans des boîtes, scellant les étiquettes, essuyant les bords. J'avais mal au dos, mes pieds me lançaient et mes mains étaient couvertes de farine, mais je me sentais bien.
Mieux que bien. Je me sentais capable. Quand nous avons chargé la dernière boîte dans ma voiture, le ciel commençait à s'éclaircir. La livraison devait être à un entrepôt de Northwest Brew Company à 5 heures du matin. J'ai traversé la ville pendant que Zoé dormait, blottie contre la vitre du passager. Les routes étaient vides, à l'exception de quelques lève-tôt. Quand je suis arrivé à l'entrepôt, un homme avec un presse-papier est sorti de la porte latérale. Il a inspecté les boîtes avec une expression critique, puis a hoché la tête une fois. Il a signé le formulaire et a dit les mots les plus simples, mais il signifiait plus pour moi qu'il ne le savait. Ça a l'air bien. On va les essayer aujourd'hui. Je suis rentré chez moi juste au moment où Portland se réveillait. Les voitures remplissaient les rues. Les gens promenaient des chiens ou portaient des tasses de café. Le monde semblait normal d'une manière que ma vie n'avait pas ressentie depuis longtemps. J'ai dormi la majeure partie de la journée, épuisé mais fier. Je m'attendais à attendre des jours avant d'avoir des nouvelles de Northwest Brew Company. Au lieu de cela, vers 9 heures ce soir-là, alors que je mesurais de la farine pour un autre lot, mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Le numéro était inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de répondre. Une voix grave s'est présentée comme Monsieur Albrook, l'un des directeurs régionaux. Il a dit que les desserts s'étaient vendus en moins de 2 heures. Les clients ont demandé s'il serait un article régulier. Puis il a demandé si j'étais intéressé par un accord à long terme. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Ma gorge était serrée. J'ai réussi à dire que j'étais honoré et que je serais prête pour le volume dont ils avaient besoin. Il a ri et a dit « Nous aimons votre confiance. Attendez-vous à un email bientôt. » Puis il a raccroché. Je suis resté là, tenant le téléphone contre ma poitrine. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des réfrigérateurs. Une fine bruine crépitait contre la fenêtre. J'ai regardé le parking sombre éclairé par un lampadaire vacillant et j'ai senti quelque chose changer en moi. Si je continuais à avancer, il ne me toucherait plus jamais. Cette pensée a surgi en moi avec une clarté qui m'a presque effrayé. Ce n'était pas de la colère. Pas de l'amertume. Juste de la certitude. J'avais passé tant d'années à me rétrécir sous le poids des attentes de ma famille que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droite. Maintenant, le monde semblait vaste et possible. Zoé est entrée, s'essuyant les mains sur son tablier et m'a demandé si j'allais bien. J'ai souri d'une manière que je n'avais pas souri depuis des années. Nous allons avoir besoin de plus de plateaux, ai-je dit. Et probablement d'un deuxième batteur. Elle a souri comme si elle le savait déjà. Je suis retourné à la mesure de la farine, mes mains stables et sûres. 1 heure plus tard, alors que je mélangeais de la pâte pour le prochain lot, mon téléphone a de nouveau vibré. Je me suis essuyé les mains et j'ai vérifié l'écran. Le voilà. Un email de Northwest Brew Company. L'objet, êtes-vous prête à passer à l'échelle supérieure, est resté sur mon écran un long moment avant que je ne l'ouvre. Cet email a marqué le début d'une vie différente, celle dont j'avais rêvé tranquillement pendant des années sans l'admettre à personne. Le contrat que Northwest Brew Company a offert était plus que ce que j'avais imaginé. Des commandes hebdomadaires régulières, des articles de spécialité saisonniers et la possibilité de s'étendre à plusieurs magasins si les ventes restaient fortes. Je l'ai signé avec des mains tremblantes, à moitié convaincu que l'univers me l'arracherait si je clignais des yeux trop forts. Au début de l'année 2016, j'ai quitté la cuisine froide de l'Est et j'ai loué un petit espace à moi près de Division Street. Il y avait 2 fours, des comptoirs propres et une grande fenêtre avant qui donnait sur une ruelle pleine de bacs de recyclage. Ce n'était pas joli, mais c'était à moi. J'ai peint les murs moi-même et j'ai acheté du matériel d'occasion d'un restaurant qui avait récemment fermé. Zoé est devenue ma directrice officieuse avant que l'un ou l'autre d'entre nous ne s'en rende compte. Elle organisait notre emploi du temps, formait de nouvelles aides et réorganisait les étagères comme si elle avait attendu toute sa vie pour mettre de l'ordre dans une cuisine. J'ai embauché 2 assistantes à temps partiel, toutes 2 jeunes, toutes 2 désireuses de travailler la nuit. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de me battre seul contre le monde. Les commandes étaient régulières. Les salaires suffisaient à couvrir le loyer sans panique. Je pouvais faire mes courses sans calculer chaque centime. Je pouvais remplacer une paire de chaussures usées avant qu'elles ne tombent en morceaux. Je me suis même permis de rêver un peu. Une boutique un jour. Une file d'attente à la porte. Une vie construite sur quelque chose de plus que la survie. Mais la vérité, c'est que le succès n'efface pas les vieilles blessures.
Il ne fait que changer leur forme. Je l'ai appris lentement. Un après-midi, entre deux fournées, Zoé m'a observé fixer le plan de travail trop longtemps et m'a demandé si j'avais déjà parlé à quelqu'un de mon passé. La question m'a surprise. Je ne lui avais pas raconté grand-chose, seulement les grandes lignes. Une mauvaise situation familiale. Un malentendu qui a dégénéré. Une décision de recommencer à zéro. Mais elle avait une façon de voir les choses sans être indiscrète. Plus tard ce mois-là, j'ai rencontré un thérapeute pour la première fois. J'ai trouvé son cabinet dans un petit immeuble niché derrière une clinique dentaire. Elle s'appelait Dr Whittaker, une femme calme dans la cinquantaine qui parlait d'une voix stable qui rendait tout moins tranchant. Je ne la voyais qu'une fois toutes les quelques semaines, pas assez pour creuser en profondeur mais assez pour respirer. Les moments qui sont restés avec moi n'étaient pas ceux où je parlais des grands événements. C'étaient les éclairs de clarté silencieux. La prise de conscience que j'avais passé la majeure partie de mon enfance à marcher sur des œufs émotionnels sans le savoir. La compréhension que le fait d'être blâmé pour tout m'avait appris à attendre très peu des gens. La douce surprise quand elle a dit que ce que j'avais vécu n'était pas normal, même si cela me semblait familier. Je quittais chaque séance avec l'impression que quelqu'un avait discrètement ouvert une fenêtre dans une pièce que je ne savais pas étouffante. L'entreprise a continué de croître. À la fin de l'année 2017, Northwest Brew Company s'est étendue à 8 magasins, tous proposant nos friandises. J'ai ajouté 2 autres fours et j'ai acheté une camionnette de livraison d'occasion pour pouvoir arrêter d'en louer une chaque semaine. J'ai même décoré la cuisine pour les fêtes cette année-là, ce que je n'avais jamais fait auparavant. La chaleur des guirlandes lumineuses le long des étagères rendait les heures tardives plus faciles. L'endroit sentait les épices, le beurre et l'espoir. Puis est venu le premier vrai coup dur pour l'entreprise. Une société d'événements d'entreprise a passé une grosse commande pour une conférence technologique dans le centre-ville de Portland. La commande était compliquée, avec plusieurs saveurs et un emballage soigné. Mon équipe et moi avons travaillé 3 nuits d'affilée et avons tout livré à temps. Du moins, c'est ce que je pensais. 2 jours plus tard, j'ai reçu une plainte officielle de l'entreprise. Ils prétendaient que je leur avais livré 10 plateaux en moins, que je leur avais coûté de l'argent et que j'avais nui à leur réputation. Ils exigeaient un remboursement supérieur à la valeur de la commande et laissaient entendre qu'ils intenteraient un procès si je ne me conformais pas. Mon estomac s'est noué. 10 plateaux manquants. Cela n'avait aucun sens. Nous avions tout compté 2 fois. J'ai appelé Zoé dans mon bureau. Elle a examiné les documents avec sa précision habituelle. Rien ne manquait. Rien n'était mal étiqueté. Nous avions suivi le contrat à la lettre. Quelque chose n'allait pas. C'est alors que j'ai engagé Riley Shen. Une jeune avocate qui m'avait été recommandée par un autre petit entrepreneur. Riley dégageait une confiance qui m'a fait sentir que j'avais choisi la bonne personne. Elle a tout écouté sans m'interrompre, demandant des copies de chaque facture, bons de livraison et messages. Puis elle a rédigé une lettre de réponse si détaillée qu'elle m'a fait tourner la tête. Elle a décomposé le contrat clause par clause et a joint une preuve photographique de la livraison. Elle a terminé la lettre par un avertissement poli mais incontestablement tranchant sur les fausses déclarations. En moins d'une semaine, l'entreprise a reculé. Ils ont retiré leur plainte et ont envoyé des excuses tièdes, prétendant que tout cela n'était qu'un malentendu. Je savais mieux. Ils avaient essayé d'intimider une petite entreprise et Riley les avait arrêtés net. Je l'ai remerciée en personne et elle a haussé les épaules. Elle a dit que les grandes entreprises comptaient sur le fait que les gens avaient trop peur de se défendre. Elle m'a dit que j'avais bien fait de tenir bon. J'aurais dû me sentir invincible après ça. Au lieu de cela, quelque chose de vieux et de sombre a refait surface. Les problèmes de famille reviennent souvent au moment où l'on baisse la garde. Une nuit, en 2018, j'ai ouvert mon téléphone pendant une pause et j'ai vu un message d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. C'était un lien vers une vidéo sur les réseaux sociaux. Mon cœur s'est serré avant même que je ne le touche. La miniature était ma sœur Sienna, assise dans son salon avec une expression affligée sur son visage. Elle avait 27 ans maintenant, mais sa performance ne s'était améliorée qu'avec l'âge. Dans la vidéo, elle parlait d'avoir été trahie. De la façon dont sa sœur aînée avait volé la famille puis abandonné tout le monde. Elle a dit qu'elle avait essayé la guérison et le pardon, mais que certaines personnes refusaient de changer. Elle n'a jamais mentionné mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. C'était clair de qui elle parlait. La section des commentaires est remplie de sympathie. De prières.
Les gens louaient son courage. Même des parents que je me souvenais à peine l'ont partagé avec des légendes sur le chagrin d'amour et la résilience. J'ai posé mon téléphone et je suis allé dans la réserve. Pendant un instant, je me suis appuyé contre une étagère et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. La vieille douleur ne m'a pas terrassé comme elle l'avait fait autrefois. Elle me faisait juste mal, comme une ecchymose familière. Cela me rappelait que ma famille n'avait pas changé. Ils vivaient toujours à l'intérieur de l'histoire qu'elle avait conçue et ils me voyaient toujours comme la méchante. Des mois ont passé. Le travail m'a tenu occupé et ma vie est devenue plus stable que je ne l'avais jamais imaginé. Mais le coup suivant est venu d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai appris que ma grand-mère était décédée. Pas de ma mère. Pas de mon père. Pas d'aucun parent. Une ancienne voisine de Salem qui suivait ma boulangerie sur les réseaux sociaux m'a envoyé un message un après-midi. Elle a écrit qu'elle était désolée pour ma perte et qu'elle espérait que j'allais bien. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ma gorge s'est serrée et mes yeux m'ont piqué. Ma grand-mère était partie. La femme qui m'avait appris à faire de la pâtisserie. La femme dont le livre de souvenirs était toujours intact dans mon placard. Et personne dans ma famille ne me l'avait dit. Pas ma mère. Pas mon père. Pas un seul cousin. Pas même Sienna qui l'avait utilisé si librement dans ses histoires. Ce silence était la confirmation finale dont je n'avais pas besoin mais que j'avais toujours crainte. Je suis resté seul dans la cuisine longtemps après que le personnel soit rentré chez lui. Le bourdonnement des réfrigérateurs remplissait la pièce, mais tout semblait étrangement vide. J'avais réussi à construire une vie qui avait l'air solide de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose de vieux et de non résolu me tiraillait encore. Quand je me suis enfin levé, je me sentais plus clair que depuis longtemps. J'ai pris une décision qui s'est ancrée profondément dans mes os. Je l'ai murmurée à voix haute pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Je vais construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la colère. C'était la compréhension que la seule façon d'être libre était de créer une vie si entière et si stable qu'aucun de leurs mensonges ou de leur silence ne pourrait m'atteindre à nouveau. Le lendemain matin, j'ai ouvert la boulangerie tôt. La lumière du soleil entrait à flot sur les plans de travail le lendemain matin, chaude et stable, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être enfin dans ma propre vie au lieu de fuir celle que j'avais laissée derrière moi. La boulangerie bourdonnait du rythme familier des bols à mélanger et des portes de four. La pâte levait sous des torchons propres. Mon personnel se déplaçait avec une aisance pratiquée. Tout semblait ordinaire, mais un changement s'était produit en moi. Je pouvais le sentir dans ma façon de respirer. Plus légère. Plus ferme. Installée. Ce sentiment de clarté a duré les années suivantes, même si la vie s'est enrichie de nouveaux défis. De 2021 à 2023, la boulangerie a grandi plus vite que prévu. Northwest Brew Company a de nouveau étendu ses activités et mes commandes ont suivi. J'ai embauché 2 autres aides à temps partiel et j'ai confié à Zoé la responsabilité complète de la planification et de l'inventaire. Elle s'est épanouie dans ce rôle, se promenant dans la cuisine avec son presse-papier sous le bras, donnant des instructions avec la confiance calme de quelqu'un qui avait trouvé sa propre place dans le monde. Mais à peu près à la même époque, les vieux fantômes sont revenus sous une forme que j'avais appris à reconnaître. Sienna avait découvert une nouvelle scène pour ses histoires. Les réseaux sociaux. Elle publiait des citations vagues sur la trahison. Sur les frères et sœurs toxiques. Sur les gens qui prétendent être innocents tout en détruisant les familles. Elle n'utilisait jamais mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Ses abonnés comprenaient la performance. Le regard mélancolique. La lèvre inférieure tremblante. Les douces affirmations qu'elle aurait souhaité que les choses soient différentes. Chaque fois qu'un de ces messages apparaissait par l'intermédiaire d'une connaissance commune ou d'un cousin qui aimait semer la zizanie, je prenais discrètement une capture d'écran et je la sauvegardais. Je n'ai jamais répondu. Je ne me suis jamais défendu. J'avais appris il y a longtemps que répondre ne faisait qu'alimenter le feu. Le silence était mon bouclier maintenant. Pourtant, ces messages avaient une façon de me trouver les pires jours. Les soirs où je restais tard pour finir les commandes. Les matins où je pensais être enfin libéré d'elles. Ils se glissaient dans ma vie comme de petites barbelures. Ennuyeuses. Persistantes. Pas assez pour me blesser comme il l'avait fait autrefois, mais assez pour me rappeler qu'elle n'abandonnait jamais un récit où elle était la victime et j'étais la méchante. Le tournant est arrivé un après-midi au début de l'année 2022.
Je mettais des pâtisseries en boîte quand la cloche d'entrée a sonné. Les clients ne venaient généralement pas pendant les heures de production, alors je me suis essuyé les mains et je suis allé à la porte. Quand j'ai vu qui se tenait là, mon souffle s'est coupé. Dana. Ma cousine. La même cousine qui m'avait envoyé le court SMS d'excuses 12 ans plus tôt mais ne m'avait plus jamais parlé. Elle avait l'air plus âgée maintenant. Ses cheveux tirés en arrière. Ses yeux fatigués d'une manière qui suggérait que la vie n'avait pas été facile. Elle tenait une tasse de café en papier comme une bouée de sauvetage et quand elle m'a vu, son visage s'est adouci d'une culpabilité que j'ai reconnue instantanément. Elle m'a demandé si nous pouvions parler dans un endroit calme. Je l'ai emmenée dans le petit bureau derrière la cuisine. Elle s'est assise, serrant si fort ses mains que ses jointures sont devenues blanches. Pendant un instant, elle a semblé incapable de respirer, encore moins de parler. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle murmuré. Et j'aurais dû le dire il y a des années. J'ai attendu. Elle a baissé les yeux, s'est ressaisie et a finalement dit la vérité qui était enfouie depuis la nuit où tout s'est effondré. En 2010, Sienna sortait avec un homme nommé Tommy Pierce. Plus âgé qu'elle. Tape à accent grave l'œil. Peu fiable. Elle lui devait de l'argent. De l'argent dont elle ne voulait pas que nos parents soient au courant. Il la poussait à le rembourser rapidement. Dana les avait vus se disputer dans l'allée quelques jours avant Noël. Elle l'avait entendu la menacer de dire à tout le monde qu'elle était irresponsable. Elle avait entendu Sienna promettre qu'elle trouverait l'argent. Quand l'enveloppe de grand-mère a disparu, Dana avait vu Sienna debout près de la table des cadeaux plus tôt. Elle l'avait vu glisser quelque chose dans son manteau avant d'aller aux toilettes. Elle voulait dire quelque chose. Elle savait que c'était mal. Mais dans cette maison, la vérité se pliait souvent à ce qui maintenait la paix. Et la paix signifiait protéger Sienna à tout prix. Puis Dana a dégluti difficilement et m'a dit la partie qui m'a semblé être un coup de poing dans la poitrine. Sienna m'a dit que si tu étais expulsé, ça pourrait en fait faciliter les choses pour tout le monde, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas le répéter. Mais ça m'a rongé pendant des années. Les mots m'ont frappé avec un étrange mélange de choc et d'inévitabilité. Une partie de moi avait toujours su que Sienna avait pris l'enveloppe. Mais entendre qu'elle était prête, même soulagée, de me voir expulsé, c'était différent. C'était la trahison dans sa forme la plus pure. Non pas née d'un accident ou d'un coup de tête, mais d'une intention. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai laissé cette vérité s'installer. Mon cœur me faisait mal, mais pas de la même manière qu'auparavant. C'était plus calme. Plus stable. Comme reconnaître quelque chose que j'avais contourné pendant des années. Dana s'est essuyé les joues. Je suis désolé, Harper. J'aurais dû dire la vérité cette nuit-là. J'avais peur. Tout le monde regardait toujours Sienna comme si elle était faite de verre et je ne voulais pas être celle qui la briserait. Mais ça m'a hanté toutes ces années. J'ai tendu la main et j'ai touché la sienne. Je sais. Merci de me le dire maintenant. Ça signifie plus que tu ne le penses. Elle a expiré de soulagement, a hoché la tête, et après quelques autres moments de silence, elle est partie. Je l'ai regardée descendre la ruelle et disparaître au coin. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je suis resté seul dans le bureau et j'ai laissé le silence m'envahir. Je connaissais enfin la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, au lieu de rouvrir une blessure, cela a recousu quelque chose. Mais Sienna n'avait pas fini de jouer la comédie. À la fin de l'année 2022, elle a commencé à contacter de petits blogs d'actualités locaux. Le genre spécialisé dans les histoires personnelles émouvantes et les drames familiaux. J'en ai entendu parler par une amie qui travaillait dans les médias. Elle a dit qu'une jeune femme à la voix tremblante avait proposé une histoire sur une sœur qui l'avait trahi à Noël, volé sa grand-mère et abandonné la famille. Mon amie avait refusé parce que quelque chose dans l'histoire lui semblait faux. Mais elle m'a averti qu'un autre média pourrait l'accepter. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je ressentais depuis des mois. Une tension constante dans ma poitrine. Le sentiment que quelque chose se préparait. Sienna façonnait son histoire en quelque chose de plus grand. Elle voulait de la sympathie. De l'attention. De la validation. Et elle se fichait de savoir qui elle blessait pour l'obtenir. Je ne pouvais pas la contrôler. Mais je pouvais être prête. Un matin pluvieux au début de l'année 2023, je me suis assise seule dans le bureau de la boulangerie après que tout le monde soit parti.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait défiler le dossier où je gardais chaque capture d'écran. Chaque message. Chaque indice de la vérité. Chacun un fil dans la toile enchevêtrée qu'elle avait tissée autour de moi. Je n'avais jamais prévu de les utiliser. Je les avais sauvegardés par instinct. Mais maintenant, ils me semblaient être des outils nécessaires. Pas des armes. Juste la vérité attendant d'être vue. En parcourant ces fichiers, mon cœur a commencé à se stabiliser d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis des années. Il ne restait plus de peur. Pas de confusion. Pas d'espoir persistant qu'elle admette un jour ce qu'elle avait fait. Si la vérité éclatait un jour, je devais être préparé. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai verrouillé la porte du bureau derrière moi. La cuisine était sombre, à l'exception de la lueur du panneau de sortie et du doux bourdonnement des réfrigérateurs. J'ai traversé l'espace lentement, touchant légèrement les comptoirs comme pour m'ancrer. Cette boulangerie est devenue ma vie. Ma preuve que je pouvais construire quelque chose à partir de rien. Mon bouclier contre un monde qui m'avait autrefois tourné le dos. Et alors que j'étais là, dans le calme, une pensée claire a surgi en moi, ferme et stable. Si la vérité revient, je dois être prête. J'ai éteint la dernière lumière et je suis sorti dans la nuit, ignorant à quel point ce moment arriverait bientôt. J'ai tapoté sur le flux vidéo et j'ai vu la silhouette se tenant juste au-delà du bord de la lumière du Porsche. Le ciel était encore d'un bleu matinal profond, du genre qui appuie contre les fenêtres avant que le soleil ne se lève. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Mais pour comprendre pourquoi ce moment m'a secoué d'une manière que rien d'autre n'avait fait depuis des années, je dois expliquer ce que les mois qui l'ont précédé étaient devenus. Avant ce matin-là, je m'étais enfin installé dans un rythme qui me semblait presque étranger. La stabilité n'avait jamais fait partie de ma vie jusqu'alors. Ma boulangerie prospérait. Northwest Brew Company avait ouvert 6 nouveaux emplacements, chacun demandant des livraisons hebdomadaires plus importantes que le précédent. Mes nuits n'étaient pas calmes, mais elles étaient fiables. Mes journées étaient remplies d'un travail qui comptait. Et mes soirées se passaient dans une maison qui me semblait être une victoire que j'avais gagnée pouce par pouce. La maison sur le mont Tabor est devenue mon ancre. Un artisan des années 1950 avec un Porsche assez large pour 2 chaises, un salon rempli d'une douce lumière d'après-midi, et une cuisine où j'ai testé plus de recettes que je ne pouvais en compter. Certains soirs, je m'asseyais sur le parquet et j'écoutais le bourdonnement du réfrigérateur et je m'émerveillais encore que l'espace soit à moi. Entièrement à moi. Pas emprunté. Pas temporaire. Pas quelque chose qui pourrait être pris parce que quelqu'un d'autre avait changé d'avis. Mais chaque bonne chose dans ma vie semblait jeter une ombre sur quelque chose d'inachevé. Même dans les moments de calme, je sentais une lueur de conscience que le passé n'en avait pas fini avec moi. Il planait comme un faible écho, jamais assez fort pour étouffer mes progrès, mais assez constant pour me rappeler que les histoires inachevées ont une façon de retrouver leur chemin. Cela a commencé subtilement. Un membre de la famille aimant l'un de mes messages de boulangerie. Une tante a laissé un commentaire sous une photo d'un rouleau à la cannelle disant que cela lui rappelait ce que je faisais pour les fêtes. Une cousine envoyant un message à Zoé pour une commande de gâteau sans me contacter directement. Tout cela inoffensif en surface, mais remarquable car pendant 13 ans, il m'avait traité comme un fantôme. Puis est venu le jour où ma cousine a posté la photo de moi dans ma nouvelle maison. Je pouvais dire qu'elle avait été prise rapidement, peut-être même sans réfléchir. Je souriais, tenant la tasse qu'elle avait apportée en cadeau. La balustrade du Porsche brillait derrière moi. C'était un moment simple. Mais à la seconde où je l'ai vu sur Facebook, j'ai senti mon estomac se nouer. Je savais exactement qui la verrait. Et à quelle vitesse. Ce soir-là, à la boulangerie, pendant que Zoé organisait les listes de préparation du lendemain matin, je lui ai montré le message. Elle a regardé l'écran, sa bouche se pinçant en une fine ligne. Puis elle a levé les yeux vers moi. Les gens comme ta sœur ne supportent pas bien que les autres réussissent mieux qu'eux. Elle a ajusté ses lunettes et a tapoté légèrement le téléphone. Si elle veut quelque chose, elle viendra le chercher. C'est comme ça que les gens comme elle survivent. En trouvant des endroits où s'accrocher. J'ai expiré lentement. Je détestais que Zoé ait raison. Mais elle avait toujours une façon de voir la vérité simplement. J'ai senti quelque chose en moi changer à nouveau, quelque chose comme une armure qui se mettait en place. Je ne voulais pas du passé dans ma maison. Pas dans ce sanctuaire que j'avais enfin construit. Ce soir-là, après le travail, j'ai versé du café dans ma tasse préférée, celle avec le bord bleu délavé,
et je me suis assise à la table de la salle à manger avec le dossier que j'avais gardé caché pendant des années. Il semblait plus lourd maintenant, comme si les souvenirs à l'intérieur avaient pris du poids avec le temps. J'ai sorti chaque pièce. Les captures d'écran. Les messages. L'aveu de Dana écrit de sa main tremblante. Des notes de réunion avec Riley. La copie du projet de document d'interdiction de séjour que Riley avait insisté pour que je garde en réserve. Elle m'avait dit de me préparer à la possibilité qu'une ligne soit franchie un jour. Même si je ne croyais pas que cela arriverait. Je me souviens de la façon dont elle s'était penchée en arrière dans sa chaise pendant notre réunion, son ton calme mais ferme. Protégez votre espace. Protégez ce que vous avez construit. Les gens changent rarement de comportement, même si vous changez le vôtre. J'ai tout rangé soigneusement dans le dossier et je l'ai placé dans le tiroir de la petite table d'entrée. Le tiroir s'est refermé avec un doux clic qui a résonné dans la pièce silencieuse. Je suis resté là un long moment, la main posée sur le bois. Ce dossier représentait quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Pas de la vengeance. Pas de l'amertume. De la préparation. Et une sorte de pouvoir qui ne reposait pas sur le fait de blesser qui que ce soit. Au cours des jours suivants, la vie a repris son cours habituel. Tôt le matin à la boulangerie. Livraison à Northwest Brew Company, longue soirée à tester de nouvelles recettes. Les clients s'arrêtaient pour dire qu'ils adoraient le sablé aux noix de pécan ou les bars au citron. Je rentrais à la maison fatiguée mais contente, je m'asseyais sur le porche, je sirotais un thé et je regardais le ciel s'estomper au crépuscule. J'ai commencé à planter de petites herbes le long de l'allée, du romarin et de la sauge nichés dans la terre sombre. J'ai repeint la boîte aux lettres. De petites choses qui donnaient à la maison l'impression de m'accueillir, plutôt que de simplement me retenir. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller avec la vieille panique que quelqu'un pourrait me blâmer pour quelque chose que je n'avais pas fait. Puis un samedi après-midi, alors que je taillais le romarin, mon téléphone a vibré. C'était la cousine qui avait posté la photo. Elle m'avait envoyé une capture d'écran d'un message privé de Sienna. Il disait « Dis-moi où habite Harper. J'ai besoin de lui parler ». Sous le texte se trouvait un deuxième message après le refus de ma cousine. Je le saurais de toute façon. Les gens me disent toujours des choses. Ma cousine a écrit sous sa capture d'écran, je ne lui ai pas répondu. Je voulais juste que tu le saches. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de poser le téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement. Non pas de peur. De reconnaissance. L'ombre que j'avais sentie pendant des mois n'était plus une ombre. Elle se déplaçait. Ce soir-là, en nettoyant la boulangerie, Zoé m'a trouvé immobile près des fours. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand je lui ai dit, elle a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. Alors sois prête. Et garde des limites strictes. Les gens qui construisent leur vie sur des histoires ont besoin de nouveaux chapitres. Et tu es la seule dont elle peut encore écrire. Ces mots sont restés avec moi le reste de la nuit. Ils m'ont suivi à la maison. Ils se sont assis avec moi dans la cuisine silencieuse pendant que je buvais un thé chaud. Les limites. La chose que je n'avais jamais eu le droit d'avoir en grandissant. La chose que j'avais enfin construite pour moi-même. J'ai verrouillé chaque porte. J'ai fermé chaque rideau. Et je me suis dit que même si elle venait, elle ne serait pas autorisée à entrer. Ni physiquement. Ni émotionnellement. Ni dans la vie que j'avais créée avec tant d'efforts. 2 semaines se sont écoulées tranquillement. Trop tranquillement. Le printemps s'est installé sur le quartier. L'air sentait la terre humide et le cèdre. J'ai planté des tulipes le long de l'allée. Je suis allé à la boulangerie avant le lever du soleil, les phares coupant la pénombre du matin. J'ai travaillé, cuisiné, nettoyé et ri avec mon personnel. Mais la tension en moi s'est resserrée un peu plus chaque jour. Puis c'est arrivé. Ce matin, l'alerte de la caméra est apparue comme n'importe quelle autre. Je m'étais couché après minuit, épuisé par une longue semaine de grosses commandes. J'étais dans cet espace brumeux entre le rêve et le réveil lorsque mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Mouvement détecté sur votre Porsche avant. J'ai froncé les sourcils et je l'ai attrapé. La maison était encore sombre. Le monde extérieur était silencieux. J'ai tapoté sur la notification. Le flux de la caméra s'est ouvert lentement. Au début, je n'ai vu qu'un faible contour. Une silhouette debout au bord du porche. Immobile.
Attendant. Mon rythme cardiaque s'est accéléré alors que la caméra s'ajustait à la faible luminosité. La silhouette s'est légèrement avancée. Assez pour que la lumière du Porsche attrape la forme des cheveux. La pente des épaules. Le contour d'une valise à leur côté. Et en un instant, j'ai su exactement de qui il s'agissait. Sienna. Debout chez moi. À l'aube. Après 14 ans de silence, de mensonges et de distance. Après des années à dire à quiconque voulait l'entendre que j'avais ruiné sa vie. Après avoir répandu des histoires aux quatre coins de notre famille élargie. Après tout. Elle était là. Mon souffle s'est fait rare. La pièce semblait trop petite. L'air immobile. Je me suis assise lentement, en faisant attention à ne pas faire de bruit même si elle ne pouvait pas m'entendre. Quelque chose en moi s'est adouci et durci en même temps. Un étrange mélange d'incrédulité et d'inévitabilité. J'ai continué à regarder l'écran. Sa posture était confiante. Pleine de droit. Comme si elle avait simplement décidé qu'elle appartenait ici. À ses pieds se trouvait une valise à roulettes. Le même genre que les gens apportent quand ils prévoient de rester. Elle a déplacé son poids et a regardé directement dans la caméra, son expression illisible mais indubitablement familière. Le regard qu'elle portait avant chaque performance. Le regard qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose de quelqu'un et s'attendait à ce qu'on le lui donne. Une lente et glaçante compréhension m'a traversé. Elle n'était pas venue pour parler. Elle était venue pour s'installer dans ma maison. Mon sanctuaire. Mon foyer. La seule chose que j'avais construite complètement hors de sa portée. J'ai fixé l'écran, incapable de détourner les yeux, incapable de bouger. Le passé avait trouvé son chemin jusqu'à mon Porsche. Et le soleil ne s'était même pas encore levé. Je suis resté à fixer le flux de la caméra, mon souffle se resserrant à mesure que l'image devenait plus nette. Sienna se tenait sous le faible bord de la lumière du Porsche, sa valise à ses côtés, sa posture stable d'une manière qui semblait pratiquée, comme si ce moment avait été répété. Le ciel derrière elle était encore d'un bleu matinal profond, du genre qui fait paraître tout plus froid qu'il ne l'est vraiment. Je suis resté assise, immobile, laissant le poids de ce que je voyais s'installer en moi. Puis elle s'est légèrement déplacée et a tourné la tête. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Une autre silhouette entrant dans le champ de vision. Ma mère. Marjorie. Debout à quelques mètres derrière elle, enveloppée dans un long manteau, les bras croisés comme si elle était impatiente à cause du temps ou impatiente avec le monde en général. J'ai senti mon pouce accélérer dans ma gorge. Pendant un instant, tout en moi s'est immobilisé, comme une ondulation sur un lac qui gèle en plein mouvement. Elles étaient toutes les deux là. Sur mon Porsche. À l'aube. Avec des bagages. Le sens n'était pas subtil. Je me suis levé du lit lentement, chaque mouvement délibéré. J'ai traversé la maison silencieuse, chaque pas stable sur le parquet. Quand j'ai atteint l'entrée, j'ai fait une pause devant la petite table, j'ai ouvert le tiroir et j'ai posé ma main sur le dossier à l'intérieur. Celui que j'avais préparé pendant des années sans savoir exactement quand j'en aurais besoin. Celui qui contenait chaque vérité qu'ils avaient enterrée et chaque mensonge sur lequel ils avaient bâti une histoire. J'ai pris le dossier avec moi en déverrouillant la porte. L'air du matin s'est engouffré, vif et froid, transportant la faible odeur de pin des arbres. Je suis sorti sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Il y a eu un moment où aucune d'entre nous n'a parlé. Le silence s'est étiré comme une longue ombre. Sienna l'a finalement brisé. Elle s'est avancée, le menton levé, son expression calme d'une manière qui semblait troublante, presque sereine. Elle a dit qu'elle emménageait. Les mots sont sortis lisses, confiants, comme la conclusion d'une phrase qu'elle s'était répétée à plusieurs reprises. Elle n'a pas demandé. Elle a annoncé. Comme si elle en avait le droit. Comme si les 14 dernières années n'étaient qu'un malentendu dont j'étais responsable du nettoyage. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de panique. Pas de confusion. Une clarté qui avait mis des années à se construire. Je n'ai pas trébuché ni figé. J'ai simplement ajusté ma position, me laissant absorber la scène avec une stabilité que j'avais méritée. Ma mère s'est approchée, se frottant les mains comme pour les réchauffer. Elle a évité mon regard au début. Puis elle a parlé avec ce ton qu'elle utilisait souvent lorsqu'elle se croyait patiente. Elle a dit qu'elle n'était là que parce que la famille avait besoin de guérir et parce que j'étais dans la meilleure position pour aider Sienna en ce moment. Aider.
Ce mot portait la même forme qu'il avait toujours eue. Une exigence déguisée en demande. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand. Au lieu de cela, j'ai soulevé le dossier et je l'ai tenu contre ma poitrine. Sienna m'a fait un petit sourire agacé, du genre qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que quelqu'un se range. Elle a dit qu'après tout ce que je devais à la famille, c'était le moins que je puisse faire. Et puis elle a attrapé sa valise comme si elle se préparait à la faire passer devant moi. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas parlé fort. Je ne me suis pas précipité. J'ai simplement déplié les pages une par une et je les ai tenues là où elle pouvait les voir. D'anciennes captures d'écran. Des notes chronologiques. Des messages qu'elle avait envoyés à des parents en déformant la vérité. Une déclaration écrite de Dana décrivant exactement ce qu'elle avait vu en 2010. La confirmation que l'enveloppe avait été prise par Sienna pour rembourser une dette à Tommy Pierce. La note où Dana décrivait avoir entendu Sienna dire que si j'étais expulsé, les choses seraient plus faciles pour tout le monde. Ma mère a cligné des yeux en lisant les mots. Pendant un instant, son visage s'est adouci avec quelque chose comme de la reconnaissance. Mais cela a disparu aussi vite que c'est venu. Elle a resserré son manteau autour d'elle et a jeté un coup d'œil à Sienna comme si elle attendait un signal. J'ai de nouveau plongé la main dans le dossier. Cette fois, j'ai sorti le projet que Riley m'avait aidé à préparer. Un avis d'interdiction de séjour. Entièrement formaté. Prêt à être déposé au moment où j'en aurais besoin. Je l'ai tenu entre nous. Le visage de Sienna a changé. Il y a eu une lueur d'incertitude si brève que n'importe qui d'autre aurait pu la manquer. Mais je la connaissais bien. J'ai vu ce changement. Je l'ai regardé essayer de le ravaler et de reprendre une expression de confiance. Elle m'a dit que j'étais dramatique. Que les familles se disputent. Que je devais tourner la page. Elle a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit où rester pendant qu'elle réglait ses affaires, et qu'en tant que sa sœur aînée, je devrais l'accueillir. C'était presque impressionnant, la façon dont elle pouvait rejeter la faute comme on a juste un cadre de tableau. Ma mère s'est alors rapprochée. Elle a dit quelque chose sur la loyauté. Sur le sang. Sur la façon dont elles essayaient de reconstruire les liens. Elle a ajouté que j'avais l'air de bien m'en sortir financièrement et qu'un peu de générosité ne me ferait pas de mal. Générosité. Elle ne m'avait pas parlé depuis 14 ans. Elle m'avait renié, avait cru à des mensonges, avait répandu des mensonges, et maintenant elle se présentait sur mon porche comme si cette histoire devait se dissoudre sous le poids de leurs attentes. J'ai pris une inspiration et je l'ai laissé sortir lentement. Puis je leur ai dit la vérité à toutes les deux. Pas fort. Pas durement. Juste clairement. J'ai dit que je ne devais rien à personne, sauf à moi-même. J'ai dit que la maison derrière moi était un endroit que j'avais construit de toutes pièces sans un seul moment de soutien de leur part. J'ai dit que leur mensonge m'avait coûté une famille, un sentiment d'appartenance et des années de paix. Et j'ai dit que je n'étais plus disposé à ouvrir ma vie à des gens qui m'avaient montré à plusieurs reprises qu'ils accordaient plus de valeur au contrôle qu'à la vérité. Sienna s'est de nouveau avancée, sa voix s'élevant. Elle a dit quelque chose de vif sur le fait que je devrais être reconnaissante qu'elle soit même venue me voir. Qu'elle me donnait une chance de faire ce qu'il fallait. J'ai levé légèrement la main, lui faisant signe de s'arrêter. Puis j'ai dit une dernière chose. Une phrase qui venait d'un endroit en moi que je ne savais pas être devenu si fort. J'ai dit qu'elle n'avait plus aucune place dans mon histoire, à moins que je ne le permette. Et je choisissais de ne pas le permettre. Elle a cligné des yeux, décontenancée par le calme de ma voix. C'est à ce moment-là que l'agent Delgado a remonté l'allée. Je l'avais appelé plus tôt, quelques minutes avant d'ouvrir la porte d'entrée. Je n'avais pas su ce qui allait se passer, mais je connaissais assez bien les schémas et l'histoire pour reconnaître quand une situation pouvait dégénérer. Delgado connaissait l'adresse de ma maison depuis un événement communautaire précédent. Je lui ai expliqué que des membres de ma famille éloignée montraient des signes de refus de quitter ma propriété. Il m'avait dit qu'il attendrait à proximité au cas où les choses dégénéreraient. Il est arrivé tranquillement, les mains posées calmement près de sa ceinture, sa voix mesurée. Il a demandé si tout allait bien. Il a demandé qui habitait à cette adresse. Il a demandé si quelqu'un ici refusait de partir. Ma mère a immédiatement reculé. Elle détestait la confrontation qui attirait l'attention. Sienna s'est raidie, son expression se tordant d'indignation. Elle a dit que c'était une affaire de famille privée. Delgado m'a regardé. Juste moi. Et a demandé ce que je voulais faire.
J'ai redressé mes épaules. Ma voix n'a pas tremblé quand j'ai répondu. J'ai dit que je voulais qu'elle soit expulsée de ma propriété. À ce moment-là, le dernier fil de la vieille dynamique s'est rompu. Sienna a ouvert la bouche pour protester, mais Delgado a levé doucement la main et leur a rappelé que les propriétaires ont le droit de refuser l'entrée à quiconque. Il a ajouté que si elle refusait de partir volontairement, un avis formel pourrait être déposé. Ma mère a murmuré qu'elle ne pouvait pas croire que je faisais ça. Sa voix tremblait de déception. Mais pas du genre qui inspire la culpabilité. C'était la déception familière d'une personne qui réalise qu'elle n'a plus de pouvoir sur quelqu'un qu'elle contrôlait autrefois. Je me suis approché de l'entrée, bloquant leur vue sur l'intérieur de la maison. Je leur ai dit à toutes les deux de prendre leurs affaires et de partir. Je leur ai dit qu'elles n'avaient plus la permission de mettre les pieds sur ma propriété. Et je leur ai dit que si elles revenaient sans préavis, je déposerais le document que j'avais en main. Le projet d'interdiction de séjour. Delgado est resté à mes côtés, stable et silencieux. Les yeux de Sienna ont brillé de colère. Elle a attrapé la poignée de sa valise assez fort pour que ses jointures blanchissent. Pendant un instant, elle a semblé vouloir discuter. Se battre. Forcer le passage par pur droit. Mais ensuite, elle a de nouveau vu le dossier. Les pages que je lui avais montrées. La preuve qu'elle avait passé 14 ans à prétendre qu'elle n'existait pas. Quelque chose en elle a vacillé. Finalement, elle s'est retournée, a tiré la valise en bas des marches du porche et s'est dirigée vers la rue d'un pas rapide et frustré. Ma mère l'a suivie, ne jetant qu'un seul regard en arrière. Ce n'était pas un regard qui demandait la réconciliation. C'était un regard d'incrédulité que l'ancien scénario ne fonctionnait plus. Je suis resté sur le porche jusqu'à ce qu'elle soit partie. L'air du matin s'est installé sur moi, frais et stable. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Pour la première fois de ma vie, je m'étais interposé entre moi et les gens qui me définissaient autrefois. Et je ne les avais pas laissés entrer. Quand je suis finalement repassé par l'entrée, j'ai appuyé ma paume contre le bois et j'ai laissé échapper un long souffle. Fermer la porte derrière moi, c'était comme récupérer quelque chose que j'avais perdu il y a plus d'une décennie. Ma voix. Et dans le calme qui a suivi, la maison a semblé respirer avec moi. La maison est restée silencieuse longtemps après la fermeture de la porte, le genre de calme qui s'installe profondément dans les murs. Je suis resté là, la main toujours posée sur le bois, sentant le faible écho de tout ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui partais. C'était moi qui restais. Celle qui choisissait son propre terrain. Celle qui refusait de se rétrécir. Mais la paix, surtout après une confrontation, ne dure jamais longtemps. En quelques heures, les conséquences ont commencé. C'était toujours comme ça avec ma famille. Cela ne venait jamais directement à moi. Cela passait par des détours, par des parents, par les réseaux sociaux, par des gens qui voulaient croire la voix la plus forte au lieu de la plus vraie. Cet après-midi-là, alors que j'étais à la boulangerie en train de préparer une grande fournée de barres au citron, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Puis encore. Et encore. Des notifications de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Des captures d'écran. Des messages transférés. Des commentaires de ma mère et de parents qui n'avaient même pas pris la peine de demander ce qui s'était passé. Ma mère a posté un long message qui s'étendait sur plusieurs paragraphes. Elle a dit au monde qu'elle avait le cœur brisé. Elle a dit que sa fille aînée avait tourné le dos à la famille pendant un moment de crise. Elle a dit qu'elle avait essayé de reconstruire le lien mais qu'elle avait été rejetée à la porte par une fille qui avait été empoisonnée par le ressentiment. Elle a dit que j'avais tellement changé qu'elle me reconnaissait à peine et qu'elle priait pour avoir la force de me pardonner un jour. Pas une seule phrase ne ressemblait à la vérité. J'ai lu le message 2 fois, non pas parce que j'en doutais mais parce que je voulais ressentir chaque émotion qui me traversait. Colère. Déception. Tristesse. Puis un calme étrange. Les mots ne coupaient plus comme ils le faisaient autrefois. Ils étaient familiers de la même manière qu'une vieille blessure est familière. On sait exactement où ça fait mal, mais ça ne vous contrôle plus. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai transmises à Riley avec un court message lui demandant de documenter les publications. Riley a répondu rapidement, promettant d'archiver tout au cas où les choses dégénéreraient. Elle m'a rappelé que j'avais déjà fait la partie la plus difficile. Établir des limites est presque toujours suivi d'une réaction négative, a-t-elle écrit, mais cela ne rend pas la limite mauvaise.
J'ai mis mon téléphone de côté et je suis retourné au travail. L'odeur de sucre et de citron a rempli la cuisine, me ramenant à quelque chose de réel et de prévisible. J'ai essuyé le comptoir, j'ai vérifié les minuteries du four et j'ai tamisé la farine. Des mouvements normaux. Des mouvements stables. Il maintenait le bruit à distance. Plus tard dans la nuit, quand je suis enfin rentré chez moi, la lumière du porche s'est allumée alors que je montais les marches. J'ai déverrouillé la porte, j'ai posé mon sac et j'ai expiré. La maison était chaude. Sûre. Entière. Rien à voir avec le chaos que ma famille essayait de créer à l'extérieur de ses murs. J'ai fait du thé et je me suis assise à la table de la salle à manger, laissant le calme s'installer à nouveau. Mon esprit a dérivé vers le passé, non pas d'une manière douloureuse mais d'une manière réfléchie. J'avais passé tant d'années à vouloir que quelqu'un reconnaisse la vérité. Peut-être que je n'en aurais plus besoin maintenant. Peut-être que la vérité avait juste besoin d'espace et de temps pour faire surface d'elle-même. Je ne m'attendais pas à l'appel téléphonique qui est arrivé le lendemain après-midi. Je venais de finir de charger un plateau de pâtisserie dans la vitrine de Northwest Brew Company lorsque mon téléphone a vibré. Le numéro était inconnu, et pendant une seconde j'ai envisagé de le laisser sonner. Quelque chose dans mon estomac m'a dit de répondre. La voix à l'autre bout a hésité avant de dire son nom. Tommy Pierce. Mon souffle s'est légèrement coupé. Je n'avais pas entendu ce nom depuis plus d'une décennie. La dernière fois que je savais, il avait déménagé hors de l'État après avoir laissé une traînée de désordre derrière lui. Il semblait différent maintenant. Plus âgé. Fatigué. Sobre, peut-être. Il a demandé si nous pouvions parler. Il a dit que c'était important. Il a dit que c'était à propos de ce qui s'était passé en 2010. Mon pouce est resserré. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait dire la vérité. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu public, un petit café près de Laurelhurst Park. C'était en début de soirée quand je suis entré. L'air sentait les grains torréfiés et les aiguilles de pin des couronnes accrochées au mur. Tommy était assis à une table d'angle, les mains jointes, les épaules légèrement voûtées. Il avait l'air plus âgé que dans mon souvenir, avec des rides autour des yeux qui le faisaient paraître usé par le temps plutôt qu'endurci par lui. Quand il m'a vu, il s'est levé maladroitement et a hoché la tête avant de se rasseoir. Il s'est excusé en premier. Non pas le genre d'excuse superficielle qui essaie de dissimuler la culpabilité, mais le genre qui a du poids. Il a dit qu'il avait pensé à cette nuit pendant des années. Il a dit qu'il était jeune, imprudent et fauché à l'époque, et qu'il avait entraîné Sienna dans ses mauvaises décisions. Mais ce qu'il a dit ensuite a fait changer l'air autour de nous. Il a sorti de sa veste une petite pile de messages imprimés. Des anciens. Il a dit qu'il les avait gardés à une époque où il pensait qu'il pourrait avoir besoin de prouver qu'il n'était pas toujours le seul à blâmer. Il a fait glisser les papiers vers moi. J'ai hésité avant de les rapprocher. C'étaient des SMS de Sienna. Datés du 24 décembre 2010. Des lignes de mots paniquées entre elle et Tommy. Elle lui disait qu'elle n'avait pas l'argent qu'elle devait et qu'elle le trouverait d'une manière ou d'une autre. Elle a écrit qu'elle trouverait comment prendre l'enveloppe de la table chez grand-mère. Puis un autre message. Le moment qui m'a semblé être une main froide agrippant ma colonne vertébrale. Elle a écrit que si l'enveloppe disparaissait, elle s'assurerait que la faute me retombe dessus. Parce que maman la croirait toujours. Cette phrase exacte. Maman croira tout ce que je dis. Laisse Harper prendre le blâme. J'ai fixé les lignes jusqu'à ce qu'elles se brouillent légèrement. Tommy a parlé doucement. Il a dit qu'il n'était pas fier de ce qu'il avait été à l'époque. Il a dit qu'il avait gardé les messages par peur et par égoïsme au début. Mais quand il a vu les publications Facebook de ma famille ces dernières années, et comment mon nom continuait d'être traîné dans leur drame, il a réalisé qu'il avait contribué à un mensonge qui avait détruit ma vie. Il a dit qu'il était fatigué de le porter. Qu'il voulait rétablir la vérité, même si cela ne changeait rien pour lui. J'ai écouté, mes mains agrippant les papiers, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Pas de la rage. Pas de chagrin. Quelque chose de plus profond. Quelque chose comme de la validation mêlée de deuil. C'était une chose de soupçonner. C'en était une autre de le voir par écrit. La preuve gravée dans le passé comme une cicatrice. Je lui ai demandé pourquoi il était venu ici. Il a dit qu'il avait vu la récente publication de ma mère. Celle m'accusant d'avoir tourné le dos à ma famille. Il a dit que lorsqu'il l'a lu, quelque chose en lui s'est brisé.
Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser le mensonge continuer à vivre sans essayer de le corriger. À la fin de la réunion, il m'a souhaité bonne chance et est sorti tranquillement. Je suis resté assise là pendant plusieurs minutes, fixant les messages, laissant leur poids s'enfoncer dans mes os. 14 ans de mensonges pressés dans une poignée de lignes imprimées. Quand j'ai finalement quitté le café, le crépuscule s'était installé sur le parc. Les arbres créaient de longues silhouettes contre la lumière déclinante. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, respirant l'air frais. Chaque pas semblait plus lourd et plus stable à la fois. À la maison, j'ai posé les nouveaux papiers sur ma table de salle à manger à côté du dossier. Je pouvais sentir la vérité prendre son propre élan. Les mensonges que ma sœur avait construits commençaient à se fissurer, non pas parce que je cherchais la justice, mais parce que la vérité a une façon de trouver sa propre lumière. J'ai ouvert le dossier, feuilletant les pages qui contenaient 14 ans de silence et de résilience. Les messages de Tommy s'intégraient parfaitement dans la chronologie. Ils n'étaient pas dramatiques. Ils n'étaient pas émotionnels. Ils étaient simplement des preuves. Et les preuves sont puissantes. Je me suis assise longtemps, fixant tout ce que j'avais rassemblé. Les captures d'écran. Les déclarations. Le projet d'interdiction de séjour. Les messages de 2010. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose changer à nouveau en moi. Une préparation. Une résolution qui venait de savoir que je n'avais plus à porter de spéculation. J'avais des preuves. J'avais de la clarté. Et j'avais un choix. J'ai fermé lentement le dossier. La maison était silencieuse. Mais cette fois, le silence n'était pas celui qui suivait la perte. Le genre qui laisse entrevoir le moment où la vérité finit par se manifester. Il était temps. J'ai fermé lentement le dossier, sentant le poids de 14 ans se transformer en quelque chose de plus net et de plus clair que jamais. La maison était silencieuse, mais en moi, il y avait un bourdonnement, un courant constant qui ressemblait à de la résolution. Je savais ce qu'il fallait faire. Pas pour la vengeance. Pas pour obtenir une conclusion de la part de quelqu'un d'autre. Mais parce que j'étais enfin prête à laisser la vérité se manifester sans craindre comment elle serait reçue. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait une tasse de café et je me suis assise à la table avec mon ordinateur portable. La lueur de l'écran éclairait les bords des papiers étalés devant moi. Capture d'écran. Déclaration. Date. Message de 2010. Le projet d'interdiction de séjour. Tout était aligné comme une carte montrant la forme exacte de mon passé. J'ai ouvert un nouvel email. Le curseur clignotait, attendant. Pendant un long moment, j'ai fixé l'espace vide. Puis j'ai commencé à écrire. J'ai gardé ma voix stable. Claire. Sans émotion. Pas d'accusation. Pas de langage dramatique. Juste des faits. J'ai exposé exactement ce qui s'est passé 14 ans plus tôt. L'enveloppe. Le mensonge. Les conséquences. Les années de silence. Les attaques en ligne. Les messages de Tommy. La déclaration de Dana. Le refus de ma mère d'entendre autre chose que la version qui l'apaisait. J'ai écrit que je ne demandais ni pardon ni réconciliation. J'ai écrit que je n'essayais de faire honte à personne. J'ai écrit que la vérité avait le droit d'exister, même si elle arrivait tard. J'ai joint le dossier. Puis j'ai parcouru ma liste de contacts et j'ai sélectionné les noms. Tante. Oncle. Cousin. Amis de la famille. Des gens qui avaient vu le mensonge se propager pendant plus d'une décennie. Des gens qui avaient chuchoté, spéculé ou pris leur distance. Des gens qui avaient cru Sienna sans poser de questions. J'ai appuyé sur envoyer. Au moment où le « whoosh » de l'email a quitté mon ordinateur portable, quelque chose en moi s'est relâché. Pas du soulagement, pas de la victoire, mais une sorte de liberté silencieuse. J'avais toujours porté la vérité seule. Maintenant, elle était dans le monde, là où elle appartenait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti sur le porche. L'air était frais et sentait légèrement les cèdres le long du côté de la cour. J'ai inspiré lentement et j'ai laissé le sentiment s'installer dans ma poitrine. Les réponses ont commencé à arriver en moins d'une heure. Au début, elles sont venues par groupe. Quelques parents ont répondu avec de courts messages. Ils ont dit qu'ils étaient choqués. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais su. Ils ont dit qu'ils me croyaient et qu'ils étaient désolés de ne pas m'avoir contacté plus tôt.
Certains ont dit qu'ils se souvenaient de petits moments qui prenaient soudainement tout leur sens. Puis est venu le silence des autres. Un long silence révélateur. Des tantes qui avaient toujours adoré Sienna ont laissé l'email non lu. Des cousins qui l'avaient publiquement soutenu en ligne n'ont rien dit. Le silence n'a pas piqué. Il n'a fait que confirmer ce que j'avais appris il y a longtemps. Les gens croient ce qui les met à l'aise, pas ce qui les rend responsables. Le soir, des messages plus substantiels sont arrivés. Un de mes oncles s'est excusé de m'avoir exclu des événements familiaux. Il a dit qu'il aurait aimé poser des questions. Une autre parente a dit qu'elle s'était toujours demandé pourquoi l'histoire autour de l'enveloppe n'arrêtait pas de changer. Elle a écrit que la façon dont cela avait été géré ne lui avait jamais plu. Puis il y a eu ceux qui ont admis qu'ils savaient que Sienna avait l'habitude de mentir, mais qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Ces messages ne m'ont pas mis en colère. Ils ont simplement clarifié le paysage de ma vieille dynamique familiale. Tard dans la nuit, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de mon père. Je me suis figé. Depuis 14 ans, nous n'avions pas échangé un seul mot. Pas de message vocal. Pas de message d'anniversaire. Rien. Il avait disparu au moment où ma mère avait décidé que sa version de l'histoire était la vérité. Il avait regardé depuis les coulisses, silencieux et complice. J'ai laissé le téléphone sonner 2 fois avant de répondre. Quand j'ai dit « Allô », il y a eu une pause. Puis il a expiré mon nom, comme on dit un mot que l'on n'est pas sûr d'avoir le droit de prononcer. Il a dit qu'il avait reçu mon email. Sa voix était plus fine que dans mon souvenir, légèrement rauque, comme si l'âge et le regret s'étaient gravés dans ses poumons. Il a dit qu'il avait passé l'après-midi à tout lire. Il a dit qu'il avait honte. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Il a dit qu'il avait toujours soupçonné Sienna de mentir cette nuit-là. Il a dit qu'il y avait des choses qu'il avait remarquées qui ne collaient pas. Son histoire changeait. Son comportement changeait. Mais il a dit qu'il n'avait pas parlé parce que ma mère était déjà fragile, et qu'elle n'aurait pas toléré que quiconque remette Sienna en question. Il a dit qu'il était désolé. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas pris contact pendant toutes ces années. Pourquoi il m'avait regardé disparaître de la famille sans lever le petit doigt. Il a dit qu'il avait peur du conflit que cela causerait. Il a dit qu'il avait peur de contrarier ma mère. Il a dit qu'il avait peur de choisir la mauvaise fille. J'ai senti quelque chose s'installer en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance. Le même schéma qui m'avait suivi depuis l'enfance. Le silence utilisé comme une échappatoire. L'évitement déguisé en maintien de la paix. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que le silence peut blesser plus profondément que les mensonges. Et que les familles ne s'effondrent pas à cause de la vérité. Elles s'effondrent à cause des gens qui choisissent le confort plutôt que l'honnêteté. Il n'a pas discuté. Il a seulement dit qu'il espérait qu'un jour je le laisserais voir la maison que j'avais construite. Je ne lui ai rien promis. J'ai seulement dit que le temps nous le dirait. Nous avons terminé l'appel tranquillement. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille après cela. Non pas parce que je l'ai poussée, mais parce que les gens avaient enfin vu les reçus. La preuve. Les messages montraient que le blâme avait été intentionnellement placé sur moi. L'email que Dana avait écrit confirmant ce qu'elle avait vu. Les attaques en ligne. Les années de manipulation. En quelques jours, quelque chose de surprenant s'est produit. Sienna a été bloquée de plusieurs discussions de groupe familial. Pas officiellement. Pas avec une annonce dramatique. Mais lentement, tranquillement, les gens l'ont supprimée ou l'ont mise en sourdine. Ils ont cessé de s'engager avec ces publications. Certains parents m'ont envoyé un message privé pour me dire qu'ils l'avaient confrontée. Elle a tout nié, puis s'est emportée. Les conversations se sont mal terminées. Une cousine m'a dit que Sienna avait perdu son emploi à temps partiel dans un petit magasin de détail parce que le gérant avait trouvé ses vidéos en ligne où elle se plaignait d'être victimisée par sa famille. Des clients s'étaient plaints. Le magasin ne voulait pas que des drames personnels se déversent sur sa marque. Elle a essayé de publier de nouvelles vidéos pour se défendre. Elles n'ont eu aucun succès. Pas de commentaires de soutien. Pas de sympathie. Juste du silence et de la fatigue. Pour la première fois, le mensonge qu'elle avait construit a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Un soir, après avoir terminé un long service,
je suis rentré à la maison et j'ai placé la nouvelle pile de messages imprimés de Tommy dans le dossier. Les preuves remplissaient maintenant presque chaque page. 14 ans de vérité enfin rassemblés en un seul endroit. Je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai tracé les bords du dossier avec mes doigts. Non pas pour revisiter le passé, mais pour le reconnaître. C'était l'histoire que j'avais survécue. La preuve de qui ils étaient vraiment. La preuve de qui j'étais devenu par la suite. Puis j'ai ouvert un nouveau carnet. Sur la première page, j'ai commencé à écrire les mots que je prévoyais de dire à Sienna la prochaine fois qu'elle essaierait de me confronter. Pas des excuses. Pas une tentative de réconciliation. Une limite. Une phrase complète. Une fin claire. Une ligne tracée fermement entre son pouvoir passé et ma paix présente. J'ai écrit lentement, délibérément, laissant les mots s'arranger d'une manière qui semblait finale. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main se crispe légèrement. Quand j'ai terminé, j'ai fermé le carnet et je l'ai placé à côté du dossier. La maison était de nouveau silencieuse. Mais cette fois, le silence ne ressemblait pas à une conséquence. Il ressemblait à une préparation. Parce que la vérité était sortie maintenant, et quoi qu'il arrive ensuite, je ne serais plus prise au dépourvu. J'ai relu la phrase que j'avais écrite dans le carnet, celle destinée à Sienna, et j'ai fermé la couverture doucement. Il n'y avait aucun tremblement dans mes mains. Aucune lourdeur dans ma poitrine. Seulement un calme stable qui me semblait être la dernière étape d'un long chemin. Je savais que notre dernière conversation approchait. Non pas pour la réconciliation. Non pas pour rouvrir quoi que ce soit. Il était simplement temps de terminer l'histoire de ma propre voix. Le moment est venu 2 semaines plus tard. Sienna m'a contacté par un court email. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une demande de rencontre. Elle a écrit qu'elle voulait parler en personne et qu'elle avait besoin de me dire sa version des faits. J'ai lu le message 2 fois et je n'ai rien ressenti en moi. Pas de colère. Pas d'espoir. Pas de peur. Juste la compréhension que c'était le moment pour lequel je m'étais préparé. J'ai accepté de la rencontrer dans un petit café du sud-est de Portland. Le genre d'endroit calme où les gens se mêlent principalement de leurs propres affaires. J'ai dit à Riley où je serais. Sans demander de détails, elle a dit qu'elle s'assiérait à quelques tables de là. Juste pour m'assurer que rien ne dégénère, a-t-elle dit. Je l'ai remerciée. Je n'avais pas besoin de protection. Mais c'était bon de savoir que quelqu'un me soutenait. Quand je suis entré dans le café le lendemain matin, l'odeur de pâtisserie et de café torréfié m'a enveloppé comme une couverture chaude. J'ai vu Sienna assise près de la fenêtre. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux agités, son pied tapant contre le pied de sa chaise. Elle semblait plus petite d'une manière ou d'une autre. Plus âgée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Je me suis dirigé vers la table. En passant devant la rangée de banquettes, j'ai aperçu Riley assise avec un journal, faisant semblant de lire tout en nous surveillant. J'ai hoché légèrement la tête. Puis je me suis assise en face de ma sœur. Elle m'a regardé, cherchant quelque chose sur mon visage. De la faiblesse, peut-être. Ou de la nostalgie. Mais elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Elle a commencé à parler avant même que je ne sois installé. Sa voix tremblait légèrement, et elle n'arrêtait pas de tourner la bague à son doigt. Elle a dit qu'elle était désolée, mais les mots sont sortis d'une manière qui semblait répétée, comme si elle cochait une case qu'elle savait devoir aborder. Puis elle est rapidement passée aux excuses. Elle a dit qu'elle était jeune, stressée, dépassée. Elle a dit que personne ne comprenait la pression à laquelle elle était confrontée. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment dire la vérité à maman à l'époque. Elle a dit que tout le monde attendait d'elle qu'elle soit parfaite. Elle n'a jamais dit qu'elle avait menti. Elle n'a jamais dit qu'elle avait volé. Elle n'a jamais dit qu'elle m'avait utilisé comme bouclier pour se protéger. Ces phrases tournaient autour du cœur du problème sans jamais le toucher. Chaque explication était une boucle conçue pour éviter la responsabilité. J'ai écouté tranquillement. À un moment donné, sa voix s'est brisée et elle s'est essuyé les yeux. Elle a murmuré qu'elle se sentait attaquée par la famille maintenant. Que les gens la blâmaient injustement. Qu'elle avait perdu son travail à cause de tout ça. Qu'elle se sentait isolée. J'ai croisé les mains sur la table. Je n'ai pas essayé de la réconforter. Quand elle a fait une pause, attendant que je comble le silence comme je le faisais autrefois, j'ai enfin parlé. Je lui ai dit que j'acceptais ses paroles, mais pas son récit.
Je lui ai dit que des excuses sans reconnaissance de sa faute n'étaient pas une réparation. C'était de la manipulation. Je lui ai dit que j'avais porté les conséquences de ses choix pendant 14 ans, et que je l'avais fait seul. Je lui ai dit que la vérité n'avait pas ruiné sa vie. Ses choix, si. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai continué à parler, doucement mais fermement. Je lui ai dit que je ne la détestais plus. Je n'avais plus besoin de rien d'elle. Mais je n'avais plus de place dans ma vie pour la version d'elle qui refusait de choisir l'honnêteté. Puis j'ai sorti de mon sac le document que Riley avait fini de préparer. Un accord de non-contact. Je l'ai posé devant elle. Ses yeux se sont agrandis. Elle a murmuré qu'elle pensait que nous étions là pour arranger les choses. Elle a dit que c'était cruel. Elle a dit que je gâchais la chance de reconstruire une relation. Je lui ai dit que je ne gâchais rien. Je protégeais ce que j'avais construit. Et je lui ai dit qu'elle avait perdu tout droit sur ma vie la nuit où elle m'avait laissé sortir dans la neige sans famille et sans vérité pour me défendre. Puis j'ai signé mon nom. Elle a fixé le papier comme si c'était une porte qui se fermait sur son visage. C'en était peut-être une. Elle a porté une main à sa bouche et a étouffé un son qui était mi-sanglot, mi-frustration. Elle m'a demandé ce qu'elle était censée faire maintenant. Je l'ai regardée calmement. Je lui ai dit qu'elle devrait vivre sa vie de la même manière que moi. Un jour à la fois. Une vérité à la fois. Sans moi comme la personne qu'elle utilisait pour équilibrer ses erreurs. Elle a pleuré tranquillement pendant 1 minute, puis a rassemblé ses affaires. Elle s'est levée lentement, les épaules tremblantes, et est sortie du café. Elle n'a pas regardé en arrière. Pour la première fois, elle devait porter le poids de ses propres choix. Riley s'est approchée de la table un moment plus tard. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle a seulement posé une main sur mon épaule, stable et chaude. Je lui ai hoché la tête, sentant une douce douleur dans ma poitrine. Pas de la peine. De la libération. La vie a commencé à s'installer dans un nouveau rythme après cela. 1 semaine plus tard, j'ai organisé un petit dîner chez moi sur le mont Tabor. Rien d'élaboré. Juste quelques plats, du bon vin, la lumière des bougies et les gens qui étaient devenus ma vraie famille au fil des ans. Zoé est arrivée avec du pain fait maison. Becca est venue avec un petit bouquet de son jardin. Même Riley nous a rejoints, arborant un sourire rare qui la faisait paraître plus jeune. Nous avons mangé autour de la table à laquelle je m'asseyais autrefois seul, la pièce remplie de rires, d'histoires et du genre de bruit doux qui vous enveloppe doucement. Becca m'a serré longuement dans ses bras quand elle est arrivée. Elle a dit que j'avais survécu à plus que la plupart des gens ne le feraient jamais et que maintenant, je vivais enfin, pas seulement je survivais. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Après que tout le monde soit parti, je suis sorti sur le porche avec une tasse de thé. L'air du soir portait l'odeur de pain et de terre fraîche. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas de la colline, petite et stable, comme de lointains rappels de tout ce que j'avais enduré pour atteindre ce moment. J'ai regardé les toits et j'ai senti la vérité lente et chaude s'installer en moi. Je n'avais pas gagné en blessant qui que ce soit. Je n'avais pas revendiqué la victoire en exposant chaque mensonge. Ma vengeance était plus silencieuse. Plus douce. Et d'une certaine manière, plus forte. J'avais repris ma vie en main. J'avais construit une maison que personne ne pouvait me prendre. J'avais tracé une limite qui protégeait tout ce pour quoi je m'étais battu. Et j'avais appris que la liberté vient parfois non pas de la confrontation, mais du choix de la paix pour soi-même, même lorsque les autres restent empêtrés dans le chaos. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissé sortir lentement, regardant les lumières de la ville scintiller comme de minuscules étoiles. Je n'avais pas besoin qu'ils réparent le passé. Je n'avais pas besoin qu'ils me comprennent. Je n'avais besoin de rien des gens qui définissaient autrefois ma valeur. J'étais devenu entière par moi-même. J'ai murmuré au quartier calme autour de moi. Je ne me suis pas vengé en les faisant souffrir. Je me suis vengé en construisant une vie qu'ils ne pourraient plus jamais briser.